Bienvenue sur le premier épisode de Comment on fait la musique, un podcast où je reçois des artistes pour parler de leur musique, leurs inspirations et de leur histoire. Pour cet épisode pilote, je reçois Tristan Gouret, leader du projet Fears dont vous entendez un extrait en ce moment. On a parlé de son parcours, de l'importance qu'il accorde à la famille et du besoin de prendre son temps. J'ai trouvé ça super intéressant et c'était très agréable de discuter avec lui, donc j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Merci beaucoup Tristan d'avoir accepté mon invitation. De rien. Donc pour resituer un peu le contexte, on enregistre cet épisode le 8 avril 2020, en plein dans la période de confinement due au coronavirus. Bien évidemment, on se parle par téléphone chacun chez nous, et donc avant de commencer, comment est-ce que tu vis du coup cette période un peu particulière ? Écoute, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Au final, on s'occupe assez, on travaille beaucoup. Moi, je suis avec ma copine, du coup, qui est avec moi du coup, pendant ces 4 semaines. Et puis, en fait, on a chacun du travail à faire. Elle a un stage. Moi, j'ai des démos que je continue à travailler. Et puis, j'ai plein d'autres choses à réfléchir aussi sur la suite du projet. Donc, j'ai pas le temps de m'ennuyer, mais... sinon, voilà, séries, films, tous ces trucs-là, quoi. Donc, pour te présenter vite fait, arrête-moi si je me trompe, tu t'appelles Tristan Gouret, t'as 22 ans. Oui. Et t'es le leader, si on peut dire ça comme ça, du projet Fears. Ouais. J'ai une première question pour commencer ce podcast. Ouais. Comment est-ce que la musique, elle est rentrée dans ta vie ? En fait, mes parents écoutaient beaucoup de musique quand j'étais petit. Ils écoutaient beaucoup de Supertramp, Michael Field, beaucoup de choses, beaucoup de musique anglaise. Et en fait, j'écoutais ça souvent, avant de dormir ou pendant les journées. On avait de la musique assez souvent dans la maison. Et puis c'est venu assez naturellement. J'avais envie de commencer un instrument. Et je crois que c'est ma mère qui avait vu que j'avais envie de jouer de la guitare. Donc elle m'avait inscrit à un cours que j'avais commencé en CM2. Donc on va dire que les premiers cours ont commencé en CM2. Et puis ensuite, après c'est parti. Et j'ai écouté beaucoup de musique plus personnelle, on va dire. Des choses que j'allais moi aimer aussi avec le contexte, le moment où voilà, j'apprenais tout ça. T'es rentré direct par le biais de la musique, on va dire, actuelle. C'est-à-dire que t'es pas passé par un parcours conservatoire classique, ce genre de choses-là ? Non, en fait, c'était vraiment l'école de musique de campagne. Et en fait, c'était vraiment assez classique quand même. C'est-à-dire que les premiers cours que j'avais, c'était avec un prof qui voulait vraiment apprendre la théorie. Ce qui, moi, me plaisait à l'époque parce que j'étais petit, donc je comprenais pas forcément ce qui était théorique ou pas, ou plus actuel. Et puis en fait, cette personne-là est décédée. Et donc moi, j'ai changé de prof l'année d'après, et là, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus actuel. Donc des choses où en fait, je pouvais choisir mes morceaux, je pouvais choisir les artistes que je voulais travailler. Ouais. Et en fait, on partait sur des choses beaucoup plus, instinctives et moins théoriques, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, tu es dans cette école jusqu'au lycée, tout ça ? Ouais, jusqu'au lycée. J'ai fait tout le collège. Et puis ensuite, vu que je suis parti au lycée à Saint-Nazaire, j'ai dû arrêter. Je crois que je suis resté une année en plus, et puis ensuite j'ai arrêté. C'était plus possible, donc... Et alors, en regardant un peu, en recherchant un peu et en regardant les articles qui ont été publiés sur toi, ouais. Il parlait des irréductibles. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ? Parce que j'ai eu du mal à tout capter. Alors, c'était une sorte de troupe musicale, on va dire, où on avait un prof qui gérait un peu toute cette troupe-là. De la base, ça partait en fait du circuit musique, on va dire, du lycée. Donc en fait, on choisissait si on voulait aller en L littéraire ou L littéraire musique.
Et puis en fait, c'était vraiment comme un spectacle de fin d'année de lycée où on pouvait présenter des reprises. J'ai participé à ce truc-là pendant 3 ans à peu près. Et puis en fait, on avait des concerts assez importants quand même, qui étaient au théâtre de Saint-Nazaire, théâtre national. Et puis on avait à la rentrée en octobre des concerts au VIP, donc la salle scène actuelle de Saint-Nazaire. Puis moi, j'ai pu aussi présenter des choses plus personnelles. Enfin, j'ai eu la chance de le faire. J'avais déjà un projet de lycée à ce moment-là avec 2 autres musiciens et puis on présentait nos morceaux. C'est à cette époque-là, du coup, que tu te confrontes pour la première fois, ou peut-être que ça arrivait plus tôt, je sais pas, à la scène, au fait de jouer dans des belles salles, dans des trucs comme ça. Ouais, j'avais déjà eu des petites choses avant. C'était aussi des spectacles de fin d'année, des ateliers qu'on travaillait durant toute l'année et puis qu'on présentait à la fin. Mais ouais, il y avait quelque chose de beaucoup plus impressionnant, sérieux aussi. Bon, il y avait quand même les familles qui étaient en face de nous, donc ça allait, il y avait quand même une pression. Mais en fait, les lieux étaient aussi différents et l'approche était différente, c'est-à-dire qu'on était plus dans une approche dans l'approche d'apprendre en fait, c'est-à-dire qu'on devait quand même comprendre comment fonctionnaient les choses, on était présenté aux personnes qui faisaient tourner le lieu, mais ouais, du coup c'était beaucoup plus professionnel entre guillemets, ça donnait une sorte d'avant-goût à ce que ça pouvait être la vie de musicien. Parce qu'aujourd'hui, du coup, ta vocation à être professionnel, tu es en train de te professionnaliser, tu es peut-être déjà considéré comme professionnel. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as cette vocation ? Elle arrive plus tôt ou plus tard ? Alors, déjà, aujourd'hui, je suis pas encore pro, mais moi, je me sentirais pas de dire que je suis professionnel dans ce truc-là. J'ai plus l'impression d'être en formation. Mais en tout cas, ouais, c'est parti de ce moment-là parce que y avait quand même une sorte d'ardeur à venir jouer, à être dans la salle, et puis à présenter aussi quelque chose de plus personnel avec les compositions et tout ça. Et puis c'est qu'en fait, il y avait un sentiment que je retrouvais pas en fait avec d'autres activités, c'est-à-dire que à peine les concerts étaient terminés que après ça me mettait presque 1 ou 2 semaines pour m'en remettre en fait. Et à ce moment-là, j'avais vraiment envie de faire que ça en fait, tous les jours. Composer, jouer. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est installé et qui est resté. Et je remarquais que toute l'année, je vivais pour ce truc-là un peu. C'est-à-dire que mes études passaient un peu en second plan. Et j'allais dans ce lycée de toute façon pour ce truc-là. Parce que tu parlais du coup tout à l'heure d'un groupe que tu avais, c'est pendant le lycée, c'est ça ? Ouais, c'était pendant le lycée. Ça a duré 1 année après. Mais on était en train de terminer. Et ouais, c'est parti du lycée en fait. Enfin, les premières rencontres musicales, on va dire, elles partaient de là. Ouais, du coup, après, tu as eu ton bac L, c'est ça ? Ouais. Et est-ce que après, t'es passé, aujourd'hui, tu as 22 ans, est-ce que tu es passé par la case études supérieures après le bac ? Alors, je suis passé 4 mois par la case études supérieures et ça l'a pas fait. En fait, j'ai fini le lycée et je suis parti en Angleterre pendant 7 mois, donc presque 1 année scolaire. Direct après le lycée. Ouais, en fait, j'avais comme idée un peu derrière la tête de travailler mon anglais, de pouvoir être à l'aise au niveau de l'écriture aussi en anglais. Et en fait, de réfléchir aussi à ce projet que j'avais en tête. Il avait pas de nom, il avait pas trop de direction à ce moment-là, mais c'était vraiment l'idée d'aller un peu dans la terre des influences et d'aller piocher des choses et d'essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne là-bas et vraiment de cibler en fait la direction que je veux prendre pour ce projet. Donc à ce moment-là, c'est comme ça que je vois les choses. Et ensuite, après ce voyage, je suis rentré, donc après toute cette recherche, et j'ai voulu continuer en fait l'anglais. Donc j'ai commencé des études en langues étrangères, donc LLCE.
Et en fait, on parlait presque jamais, on écrivait surtout ce que disait le prof pendant le cours. Et en fait, pendant 3-4 mois, j'ai fait ça et en fait, à la fin, j'en avais marre. Parce qu'en fait, ça me donnait pas de temps pour travailler. Et en même temps, je pense que j'ai entrepris ces études-là parce que je voulais rassurer mes parents aussi. Et que je voulais absolument qu'ils soient rassurés parce que ils étaient au courant en fait que j'avais un projet que j'avais envie de mettre en place. Et sachant qu'ils étaient assez proches de moi en termes musique, on va dire, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours au courant de ce que je voulais faire. Ils me posaient beaucoup de questions aussi sur ça. Ils étaient intéressés, donc il n'y avait pas trop de désillusion, on va dire. Et puis il y a forcément eu un moment, du coup, à ce moment-là, au moment où j'ai senti que j'avais besoin d'arrêter, parce qu'en fait, ça me tirait un peu vraiment vers le bas, en fait. Et en fait, un jour, j'ai appelé mes parents et puis je leur ai dit que c'était plus possible, quoi. J'en pouvais plus parce que, en fait, ça me frustrait d'une certaine manière. Parce qu'en fait je faisais pas ce que j'avais envie de faire et c'est comme s'il y avait une sorte d'énergie qui était enfouie en moi que j'arrivais pas à mettre en place que j'arrivais pas à sortir parce que j'avais ce truc là qui venait me bloquer en fait. Et puis je pense qu'ils ils se sont dit bon bah s'il est pas bien autant qu'on lui fasse confiance. Et puis en fait je pense qu'on a réussi à avoir les choses dans un autre, je sais pas comment dire, mais vraiment d'une autre manière. Je pense qu'en fait, moi j'avais envie vraiment que eux m'aident, mais comme en fait ils m'auraient aidé si j'avais commencé des études supérieures, comme je sais pas, aller dans une école privée ou des choses comme ça. Et du coup on a tourné les choses un peu de cette manière-là. Ils l'ont vraiment pris au sérieux en fait ce projet. Ça n'a pas été juste le truc où on te laisse faire, on voit ce que ça donne. Ça a été on va t'accompagner comme on t'accompagne. Et moi je leur ai vendu le truc aussi de manière très, très sérieuse. Dans le sens où voilà, moi je parlais de carrière, de lancement en fait, de formation, de vraiment aller dans quelque chose de sérieux. Et puis en fait je leur parlais aussi beaucoup du voyage que j'avais fait et qui était aussi fait dans ce but-là en fait. C'est-à-dire que voilà, j'estimais que j'étais parti pour apprendre l'anglais et que ça allait permettre aussi d'être crédible, que j'allais pouvoir vraiment travailler le côté crédible du projet. Et puis en fait, ils m'ont fait confiance. Ça a mis du temps, mais ça passe aussi par de l'échange, envoyer les démos à ses parents, leur faire écouter, leur expliquer où je veux aller. Et puis en même temps, il y avait des collaborations qui commençaient à se mettre en place avec d'autres musiciens nantais, ce qui faisait qu'il y avait ce côté professionnel, prise en main par des professionnels qui faisait que ça devait rassurer, je pense. Tu avais vraiment des parents impliqués, en fait, si je comprends bien. Ouais. C'était un peu Ils vérifiaient, mais c'est pas forcément péjoratif, dans le sens ils faisaient attention à ce que tu faisais, quoi. En fait, je pense que c'est moi qui leur... Ils vérifiaient comment moi j'allais, mais en même temps, moi, j'avais envie de leur envoyer l'avancée du travail pour que ça les rassure. Et sachant que comme je t'ai un peu expliqué avant qu'on fasse ce podcast, c'est qu'en fait le côté familial il est assez compliqué parce que eux sont un peu les seuls qui soutiennent un peu ce truc là, parce qu'il y a un aspect je sais pas, un peu atypique et pas rassurant en fait, parce que voilà, les grands-parents ont parfois une vision un peu ancienne de la chose, on parle de bal, on parle de choses comme ça, donc c'est assez si tu veux, c'est assez t'es toujours un peu en train de te battre. Et puis après il y a la partie pourquoi tu chantes en anglais, pourquoi tu écris en anglais, on comprend pas, l'éternel débat c'est l'éternel débat qui à chaque fois. Ouais, complètement. Et en fait c'est fatigant pendant longtemps en fait de se battre contre ce truc là. Ouais, ça peut démotiver aussi d'avoir c'est pour ça que ce que je comprends, c'est que ta famille, tes parents du coup ont vraiment été importants, parce que faut savoir se sentir soutenu aussi, et faut pouvoir être sûr de où est-ce que tu vas, quoi. Oui, c'est ça. Puis en fait, il y a des fausses motivations aussi parfois, c'est-à-dire que je pense que la famille est content
Enfin, ils sont ravis de voir que tu t'épanouis dans quelque chose, mais plus sous forme d'une passion. Et le jour où tu amènes la chose de façon professionnelle, directement, c'est un peu vu comme la bête noire. Et puis ça commence à être compliqué d'en discuter parce que c'est pas forcément pris au sérieux. Et en fait, c'est un peu cette bataille de confiance qui est permanente. Et ouais. Et puis encore aujourd'hui, en fait, c'est toujours un débat, c'est toujours une bataille, on va dire. Il y en a qui ont changé un peu d'avis, qui suivent les choses. Et ça fait vraiment du bien, en fait, quand tu sens qu'on te suit et qu'on te fait confiance. T'es vraiment en fait, attentif à ça, parce que y en a qui pourraient dire je m'en fiche, c'est pas grave, mes grands-parents ils pensent ça, mais ça m'affecte pas. Toi, t'as plutôt besoin de ressentir ce soutien, quoi. Je pense que c'est entre les deux, c'est-à-dire que je pense qu'inconsciemment oui, parce que c'est quelque chose qui m'embête vraiment. Et je pense qu'il y a un côté de moi qui tient beaucoup à la famille. Et c'est ce que je disais, inconsciemment, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à prouver. Et en même temps, je m'en fiche parce que j'ai l'essentiel avec mes parents, en fait, qui eux sont là pour me motiver et me permettre de me former, on va dire. Mon frère aussi, lui, fait de la photo. Là, il est en école de mode. Et en fait, on a toujours eu, tu vois, un peu cette étiquette de, je sais pas comment dire, un peu de pas sérieux, quoi. Alors qu'en fait, si. Mais c'est plus que ça sort de l'ordinaire. Et puis, il y a tout le bagage, en fait, tu vois, là, de la musique directement. On imagine plein de choses. Ouais, c'est un peu une bataille sociale. Enfin, il y en a plein qui sont dans ce truc-là. C'est-à-dire dans le truc un peu fête, je sais pas, drague ou tous ces trucs-là. Et moi, je me sens pas du tout relié à ces choses-là. Et peut-être je suis plus terre à terre, ou du moins j'ai vraiment envie de le faire de façon sérieuse et professionnelle, comme d'autres le feraient plus comme pour s'amuser. Et tu ressens plus ça, parce qu'il y a aussi, on peut être aussi confronté au discours du c'est un milieu dangereux, pas stable, dans le sens aussi, ça peut être aussi tu peux avoir des proches qui te soutiennent pas parce qu'ils s'inquiètent ou parce qu'ils préféraient que tu sois dans un monde où tu risques moins de choses, quoi, parce qu'il faut quand même être objectif. C'est un milieu qui est pas facile à vivre et qui est pas du tout périn, quoi. Pérenne. Ouais, faut avoir une. Je pense que. Je sais pas comment on le dit. En fait, je pense qu'il faut avoir une bonne carapace. Et moi, en fait, tu vois, je suis même pas encore dans ce truc-là. Mais en fait, j'y vais vraiment à petits pas et de façon très, très réfléchie, parce que j'ai peur de me retrouver dans une situation où je vais pas réussir à m'en sortir. Je pense que c'est vraiment dans le monde de l'art en général où voilà, il y a beaucoup de bons retours, et d'un jour à l'autre, tu vas te retrouver avec une sorte de retour très mauvais, et puis tu comprends pas trop parce qu'on t'a toujours dit que c'était bien. Enfin, tu vois, il y a toutes ces choses-là. C'est sur le psychologique et sur la motivation, c'est vrai qu'il faut être rodé, quoi. Ouais, puis il faut filtrer, en fait, ce qu'on te dit, parce qu'il y a des retours parfois qui peuvent qui sont très flatteurs et qui sont bien et tout, qui sont vraiment vraiment chouettes. Mais en fait, ça te permet pas d'avancer. Moi, souvent, j'ai besoin des retours négatifs. Et encore une fois, tu vois, les retours négatifs, si tu manges que ça, en fait, tu vois pas vraiment l'objectivité de ton truc. Dans le sens où c'est aussi ton truc à toi, et si tu laisses aussi les gens dire toujours des choses sur ce que tu fais... Et que tu les prends trop en compte, tu vas te dénaturer aussi, quoi. Complètement. Donc en fait, c'est toujours une bataille entre écouter des avis, parfois ne pas les prendre en compte parce que ça te permet pas d'avancer, et puis aussi se faire confiance. Je pense qu'il y a une grosse partie de confiance en soi. Puis il y a plein d'autres aspects qui sont aussi dangereux. Le côté projet qui dure 3 ans et puis en fait qui passe ensuite à la trappe parce que c'est plus la mode. Enfin, il y a toute cette question de mode et tout ça. Donc il y a plein d'aspects assez négatifs, on va dire. Ouais. Mais faut s'accrocher, quoi. Ouais, je vois dans le sens où c'est pas un milieu qui est facile quand tu débutes de t'acclimater, quoi. Ouais. Mais du coup, avant d'aborder en profondeur le projet Fears, qui est ton actualité du moment, j'aimerais bien parler des groupes ou des artistes, ou même d'un artiste
qui t'ont inspiré, qui t'ont motivé et en général qui t'ont donné envie de faire ça, quoi. Un peu avant d'enregistrer, tu m'as parlé d'un groupe qui s'appelle Other Lives, je crois. Ouais, c'est ça, Other Lives, ouais. Et je dirais que ça a vraiment été l'influence pour ce projet-là, en fait, pour Fears. Et comment tu les décrirais? Enfin, ce serait quoi leur esthétique musicale? Je dirais que c'est un groupe américain, déjà, qui fait de la folk, de l'indé rock, indé folk, on va dire, avec un petit côté très musique de film, un peu western, très orchestré, et puis en même temps, je trouve que c'est très poétique. Et en fait, eux sont arrivés assez tard. Je les ai écoutés plus, je dirais, les 3-4 dernières années, où j'ai découvert vraiment à fond tout ce qu'ils faisaient. Et je pense que les groupes un peu déclic, c'était à l'époque, c'était Falls, c'était Tudor Cinema Club aussi. Enfin, tous ces lives en fait qui étaient sur Glastonbury, qu'on retrouvait sur YouTube, que je retrouvais sur YouTube. Il y avait aussi Bombay Bicycle Club. Enfin, je pourrais faire une liste de plein de groupes, mais c'était surtout ceux-là avec vraiment les premiers coups de cœur, quoi. Tout venait avec. Donc c'est le fait de voir ça sur YouTube, de les voir sur scène qui te motive aussi et qui te... Ouais, je pense que toute la construction, elle s'est faite à partir de de toutes ces références et parce qu'en fait, je pense que j'ai analysé et copié aussi. Enfin, il y a eu une phase d'un peu de copie de ces choses-là. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup comment bougeait un tel avec sa guitare, ou j'aimais de telle façon comment il chantait, etc. Ouais. Et je pense que tout est parti de ça un peu. Enfin, dans le sens où j'ai un peu je me suis inspiré de tous ces projets et de l'attitude aussi de ces gens-là. C'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué ce que c'était que Fears, en fait, je me rends compte. Tu veux peut-être essayer de définir un peu ton projet avant d'en parler trop? Oui, c'est vrai. Bah, en fait, je dirais que ça se rapproche un peu de la description que je t'ai faite de Other Lives. En fait, je dirais que c'est un projet indé rock, indé pop. Ça mixe un peu tout ça. Donc, toutes ces influences dont je t'ai parlé précédemment. Mais voilà, musicalement, en tout cas, c'est les influences que j'ai et c'est le style dans lequel j'ai envie de m'épanouir, on va dire. Pour l'instant, le projet prend une forme de trio live. C'est-à-dire que c'est un projet solo, personnel, que j'ai écrit pendant 3 ans, que j'ai ensuite travaillé pour le live avec du coup 2 autres musiciens, donc une chanteuse qui vient faire des harmonisations, et ensuite Tom, lui, donc Zao c'est la chanteuse, et Tom du coup lui le batteur, qui vient faire toute la partie rythmique que j'avais moi créée préalablement sur ordinateur avec le logiciel sur lequel je travaillais. Et du coup voilà, aujourd'hui ça se présente sous cette forme, en tout cas en live de trio, mais en tout cas visuellement le projet est présenté sous forme de projet solo, parce que c'est quand même un projet qui est très personnel, avec une vision assez personnelle des choses. Comme je te disais, j'ai écrit pendant 3 ans dessus. Les sujets que j'aborde dans les textes sont très personnels aussi. Donc voilà, c'est assez compliqué de le présenter parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais voilà, je dirais projet solo, indé rock, indé pop, sous forme de trio en live, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'était un projet très personnel. Ouais. Tu peux raconter un peu peut-être d'où vient Fears, pourquoi ce projet existe? En fait, tout est parti d'un deuil, d'un premier deuil, en fait, d'un premier décès dans ma famille, d'une personne qui était assez importante, qui me soutenait pas mal aussi dans mes projets musicaux, on va dire. Donc c'était ma grand-mère, et voilà, elle avait ce rôle un peu de, je sais pas comment dire, mais un peu de
Bah, en fait, c'est vraiment la personne qui représente l'enfance, je trouve. Parce que c'est, en tout cas pour moi, c'était la personne qui venait me chercher à l'école, c'était la personne Qui te rattache à ta propre enfance, quoi. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'elle était très présente. Elle était toujours là quand j'avais des concerts, des premiers trucs. Et elle était toujours supportive. Enfin, je sais pas si ça se dit, supportrice plutôt. Enfin, dans le sens où elle était vraiment là à me motiver et puis à me soutenir dans ces idées-là et dans ce projet-là. Du coup, elle est décédée il y a quoi? Il y a 3 ans, je crois, maintenant. Et du coup, c'était quand même un choc. Enfin, c'était assez compliqué. Ouais, ça m'a pas mal chamboulé. Et puis, j'avais vraiment, je sais pas, besoin d'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Et je pense que directement, c'est parti de la musique. Et voilà, comme je te disais, ça s'est coïncidé avec plein de choix aussi, personnels. C'est-à-dire que c'était les moments aussi où moi, j'étais pas trop sûr avec la fac, toutes ces choses-là. En tout cas, Fears, sous cette forme-là, avec ce nom-là, c'est parti vraiment de ce décès. C'est-à-dire que Fears, en fait, c'est inspiré de l'anglais Fears, donc F-E-A-R-S, qui veut dire crainte. Et le premier morceau que j'avais écrit parle en fait de ma grand-mère et de la crainte par rapport à la mort et tout ça. Et c'était pas très gai. C'était pas très gai, mais en fait, c'était vraiment... je me mettais à sa place, j'imaginais en fait ce qu'elle avait pu ressentir parce qu'elle était touchée par une maladie. Et en fait, c'était vraiment le truc de moi, ça me posait vraiment question aussi, même ça faisait écho en moi parce que je pense que tous, enfants, on s'est posé des questions sur qu'est-ce qu'il y a après, comment ça arrive, on vieillit, et en fait, c'était tous ces sujets-là qui me prenaient un peu la tête souvent, mais que j'avais laissé un peu de côté quand même parce qu'on vit notre vie. Et puis en fait, ce deuil-là, il vient rappeler toutes ces choses-là. Et ouais, tout est parti de là. J'ai eu besoin d'extérioriser. J'ai commencé à écrire pas mal dessus, pas mal sur moi, sur elle, sur mon grand-père aussi, en me mettant aussi à la place des personnes. Donc c'était vraiment un moyen, tu as vu en tout cas la naissance de ton projet comme une solution à ces questions, c'est-à-dire que c'était un besoin d'écrire là-dessus, quoi. Ouais, complètement, parce que je pense qu'il y a eu, il y a eu pas mal de morceaux au début qui étaient axés sur ce truc-là. Et en fait, je me suis dit vraiment, j'ai voulu le voir comme un truc entier, et en fait de parler de ce que elle a vécu, de ce que moi j'ai vécu à cause de ça, et puis aussi de l'évolution qui change et du retour un peu à des choses plus gaies et de retrouver un peu le goût à la vie, on va dire, et de retomber amoureux, de recroire un peu à l'amour et toutes ces choses-là. Et c'est ce que j'explique en fait dans le morceau The Swirl of Love là, qui est dans les sessions. Je parle d'un garçon sans désir, un peu perdu, et de renaissance un peu d'amour lorsqu'il rencontre la personne avec qui il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment, en fait, je parle à la troisième personne parce que Ouais, c'est quelque chose qui t'accompagne en fait. Tu écris sur ce qui se passe au jour le jour, pas forcément, mais dans le sens c'est vraiment du présent pour toi au moment où tu l'écris, quoi. En fait, ça s'est mêlé à la rencontre avec ma copine. Et en fait, tout est parti de ces deux sentiments un peu contradictoires, c'est-à-dire le deuil et puis en même temps le désir de repartir, quoi. Tu vois, de se relancer. Et en fait, je trouve que ça se mélangeait bien, c'est-à-dire que ça me plaisait beaucoup de parler d'une sorte d'évolution et en fait de renaissance un peu et de motivation à aimer, en fait. Je sais pas, c'est peut-être cliché ce que je dis, mais c'était vraiment le sentiment en tout cas que j'avais, moi. Et alors la question que je me pose du coup, c'est quand tu dis les premiers morceaux, ils étaient sombres et tout ça, c'est t'as des morceaux que t'as jetés, on va dire, que t'as travaillé, que t'as pas gardé, ou alors t'as des morceaux que t'as aujourd'hui prêts à sortir, parce que du coup t'as parlé d'un EP, on en parlera sûrement à la fin, mais du coup est-ce qu'il y a aussi des morceaux que tu as encore aujourd'hui, qui ont été composés au tout début de la naissance du projet, quoi? En fait, j'ai beaucoup de morceaux que je laisse de côté
parce qu'il y a eu vraiment une évolution aussi en termes de musique. Dans le sens où j'ai pris des directions aussi qui sont plus cohérentes avec celles que je prenais au début. C'est-à-dire que ce morceau-là, par exemple, Fears, aujourd'hui, j'arrive pas trop à savoir quoi en faire. J'y tiens, mais j'arrive pas trop à le rattacher à tout ce que j'ai pu faire, je pense, dans la dernière année de création, en fait. Je pense qu'il y a eu un déclic à un moment. J'ai découvert certains instruments, je m'y suis attaché, et en fait, j'ai vraiment commencé à garder ces éléments-là et de partir dans une vraie direction, on va dire. Et pour le coup, il y a plein de morceaux qui restent un peu derrière. Et ouais, pour l'instant, ils ont plus un côté rassurant, c'est-à-dire que je me dis que je les ai, mais c'est pas des morceaux que je vais forcément utiliser. Du moins, j'arrive pas à les utiliser pour le moment. Et en fait, j'ai déjà ce qu'il faut pour un EP ou pour un album, avec en fait tout ce que j'ai déjà là, tout ce que j'ai fait pendant cette dernière année de création. Et c'est des morceaux qui ont fait partie de la construction du projet, quoi. Ouais, complètement. Et je me vois bien les réutiliser, pourquoi pas plus tard, tu vois, les remettre à jour avec un œil neuf, et puis un peu de recul aussi, parce que je pense que ce qui est assez compliqué avec ces morceaux-là, c'est qu'ils sont très, comme je te disais, c'est très sombre. Et en même temps, il y a des morceaux, je pense, qui sont chouettes et qui sont possibles à mettre dans un objet comme un album ou un EP, mais pour le moment, ouais, ça me rappelle pas mal de choses, sachant que j'ai des morceaux qui parlent de ça, mais avec du recul, et du coup pas ce côté très sombre que j'aime bien aussi, hein, mais il faut réussir à trouver les bonnes nuances, quoi. Parce que si je fais que du sombre, ça va être ça va nous tirer vers le bas. Ouais, c'est ça, faut trouver le bon équilibre. Ouais. Mais du coup, ce projet-là, tu le bosses pendant environ 3 ans. Et tu finis par le concrétiser. Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu as opté pour une stratégie de développement, si on peut appeler ça comme ça, qu'on retrouve pas forcément partout. C'est-à-dire qu'un projet qui peut être naissant, ou du moins un projet qui se construit petit à petit, on va retrouver des gens qui vont essayer d'aller jouer, qui vont essayer d'aller tester leur musique, qui vont essayer d'enregistrer des trucs, qui vont publier des choses. Toi, à l'inverse, t'es resté pendant 2-3 ans à le travailler sans rien montrer à personne, et d'un coup, t'arrives avec une vidéo live avec un son propre, avec une vidéo cool, et t'annonces direct du coup un concert, je crois, pour 2-3 semaines après. Pourquoi t'as favorisé ce schéma-là, quoi ? Je pense qu'en fait, ça me stresse beaucoup de devoir courir après le temps, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à produire un peu à l'arrache. J'aime pas trop ça. J'ai vraiment besoin d'être sûr de ce que je vais présenter, et puis d'être sûr en fait d'avoir quelque chose sur lequel m'asseoir, on va dire. Et en fait, moi j'ai opté pour ce truc-là parce que j'ai beaucoup échangé avec un musicien nantais qui s'appelle Grégoire Vaillant, qui fait partie de différents projets comme Moon Guy. Il a participé à des trucs sur C2C aussi. Il a un projet, il travaille sur plein de projets. Et en fait, lui m'avait dit m'avait conseillé de partir sur une direction qui était de prendre le temps d'avoir tant de morceaux qu'ensuite je vais pouvoir retravailler, mais d'avoir au moins cette base-là sur laquelle m'asseoir. Sur laquelle m'asseoir, pardon. Et puis en fait, il y a ce côté rassurant, tout simplement, en fait, d'avoir les choses de prêtes, et puis il y a juste à travailler en fait sur ces choses-là. Et puis en fait, le live était posé avant la vidéo. Donc j'avais eu cette première date que j'ai pas annoncée, c'est-à-dire que j'avais... Je parle du concert du coup. Ouais, le premier concert que j'avais... du coup qui était tombé, mais après tout le travail de répétition en fait, de préparation live pour arriver avec quelque chose aussi qui bute, quoi, et pas d'être avec un truc un peu bancal. Le but c'était de faire un impact en fait. Je sais que moi en tant que public, j'adore quand je tombe sur un projet qui est fini, qui est propre, et puis en fait t'as tout un peu devant toi, enfin du moins t'as les éléments qui vont te permettre de comprendre le truc et je sais pas, de t'éclater à fond à regarder à la fois le visuel, les vidéos
et en même temps le concert. Oui, c'est ça, parce que t'arrives au mois de novembre ou octobre, je sais plus, avec on va dire avec des photos, avec un visuel de live, avec un compte Insta qui reprend ces codes-là. Donc il y a une identité qui est directe présente, quoi. Et elle a pas mis plusieurs semaines à se créer. Tu déboules avec tout le projet, on va dire, pas fini, mais pas prêt, fini, mais ouais, c'est ça. Disons que les grandes structures du projet sont là. Et ça permet d'avoir des choses sur lesquelles se poser et puis en fait de foncer en fait après. Et le but était aussi que les pros qui tomberaient sur ces choses-là allaient se dire c'est cool, ça sort et il y a des choses de prêtes, quoi. Et en fait, la vidéo, en fait, je crois que j'ai décidé de la faire vraiment un peu pas à l'arrache, mais c'est parti avec l'excitation de sortir quelque chose, qu'il y avait le premier concert qui arrivait et puis qu'en fait je voulais sortir un premier jet et que ensuite ça annonce ça et en fait toute la timeline du truc, elle s'est faite en fonction de cette première date et puis en fait on a tourné ça en une journée, je crois. On a fait 2 morceaux, puis en fait après c'était au contact, c'est-à-dire que moi j'ai toujours travaillé avec Erwan Ruot, c'est mon régisseur, on travaille ensemble depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que lui il me suivait beaucoup, il savait que j'avais des projets, il nous avait déjà suivi avec le projet que j'avais avant et puis en fait voilà il était un peu comme conseiller, il me conseillait toujours un peu dans les directions, dans ce qu'il fallait faire et puis là en fait lui aussi m'a conseillé et il m'a dit voilà je pense que c'est le moment de sortir aussi quelque chose parce que ça fait 3 ans que alors je dis on attend mais il n'y avait pas non plus grand monde mais en tout cas les personnes qui suivaient le truc avaient envie d'avoir de la matière et du coup en fait là c'était vraiment le moment de s'arrêter et de se dire bon je pense que c'est prêt, c'est bon et puis le but était d'arriver de sortir ce clip, faire ces sessions là, d'attirer déjà des pros et de leur donner envie de venir au concert et du coup c'est ce qui s'est passé avec la tourneuse du coup maintenant officielle. Donc quand tu as fait ton premier concert, t'étais pas... On va peut-être expliquer vite fait ce que c'est qu'un tourneur du coup. Ouais. Si tu veux le... Écoute, c'est une personne ou une boîte qui s'occupe de trouver en fait les dates, te faire connaître aussi et puis avoir avoir ce côté professionnel en fait. Donc on peut apparenter ça à une sorte de manager mais qui s'occupe surtout de la partie concert en fait. C'est ça. Mais du coup, au-delà de trouver des dates et tout, elle fait partie aussi elle peut te conseiller, te donner son avis sur comment améliorer aussi ton... C'est pas juste quelqu'un qui te trouve des dates de concert, quoi. C'est vraiment une personne avec qui t'interagis, quoi. Ouais, c'est-à-dire que elle a forcément plus d'expérience aussi que moi, donc elle a forcément aussi des fois des bons conseils. Et ça, c'est important à prendre aussi parce qu'en fait, eux sont dans le milieu et peuvent me conseiller sur où aller. Et ça se passe super bien. Enfin, c'est chouette, du moins pour le moment. Là, il y a ce truc-là, le virus là, qui vient tout mettre en péril un peu. Mais... Justement, j'allais te poser la question. Donc, t'as été sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges. T'étais censé y jouer du coup dans quelques jours. Ouais, dans 1 ou 2 semaines, 1 semaine et demie, je pense, donc, un truc comme ça. Malheureusement, du coup, c'est annulé par tout ce que cause la crise en ce moment, quoi, la crise sanitaire. Ouais. Pour resituer un peu aussi, le Printemps de Bourges, c'est pas juste un festival. C'est un peu l'endroit où tu vas pouvoir rencontrer des professionnels aussi. Ouais. C'est une sorte de... C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est pas un salon professionnel de la musique. Si, c'est presque ça en fait. C'est vraiment quand t'es jeune et que t'es sélectionné, quand ton projet est jeune et que t'es sélectionné aux Inouïs, c'est vraiment l'opportunité en fait pour rencontrer du coup des gens qui vont s'intéresser à ta musique, quoi. C'est ça, pour t'entourer de professionnels et puis faire grandir le truc, quoi. Et de le présenter aussi devant ces pros-là. Quand tu l'annonces, il me semble que t'es pas encore... tu fais pas encore partie de VIA et t'as pas ton tourneur encore. Non. Et donc, comment est-ce que tu arrives à te qualifier en quelque sorte, quoi ? Ça se passe comment En fait, moi j'avais donc proposé, j'avais envoyé ma candidature, je sais plus quand c'était, mais c'était l'année dernière.
Et en fait, déjà, être présélectionné pour aller jouer à Angers, c'était un peu une surprise. Parce qu'en fait, le projet était vraiment naissant. Il y avait un concert, du coup, à ce moment-là. Et en fait, vu que tout était prêt, entre guillemets, avec les sessions, avec du coup les visuels et toutes les musiques que j'avais pu envoyer dans le dossier, je crois que la région, en tout cas, a été conquis. Et du coup, il y a eu cette présélection qui s'est passée à Angers, puis ça s'est très bien passé aussi. On a travaillé pendant un mois sur le live. À partir du moment où t'es présélectionné, la région s'occupe un peu de toi quand même pour préparer ton concert, pour que tu arrives quand même avec quelque chose à présenter. C'est-à-dire qu'il y a des axes de travail, il y a des trucs qui n'étaient pas... Enfin, il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément prêts à ce moment-là et qu'il fallait travailler. Et ensuite, eux, ils partent à Paris. Ils vont défendre les projets une fois que tous les concerts régionaux sont passés. Ils vont présenter, du coup, eux, ce qu'ils ont aimé dans chaque région au jury qui est à Paris. Et du coup, c'est Paris qui choisit, en fait, qui passe ou pas. Et du coup, c'était... Enfin, moi, je m'y attendais pas forcément, en fait. Parce qu'il y avait Sally et Terrier. Il y avait vraiment plein de beau monde dans les présélectionnés. Et puis, je trouvais que c'était légitime que ces deux-là, en tout cas, allaient passer. Parce que c'était les deux qui avaient déjà qui avaient déjà une communauté, en fait, autour de leur musique. Et puis, au final, en fait, on a eu la belle surprise de passer. Donc ça, c'est trop cool. Est-ce que c'est pas aussi, parce que pour t'avoir vu en concert, il y a quand même une aisance, enfin t'es pas bloqué sur scène, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu maîtrises à peu près. Est-ce que c'est pas aussi ce qui est valorisé avec ce festival-là, avec ces présélections-là, et peut-être que du coup ton projet qui était tout naissant, il a convaincu aussi sur scène, quoi. Je pense qu'il a convaincu principalement par le côté scénique, par le live. Parce que si on compare... après, je pense qu'il ne faut pas comparer parce que c'est des projets qui sont différents, avec un style différent. Mais en tout cas, si on compare la communauté qu'il y a autour, ou je pense le contenu qu'il y a... Sally, elle avait un Colors. Terrier, lui, il avait déjà une vidéo qui était sortie, mais un vrai clip. Ça, c'est les groupes que tu avais en confrontation régionalement, parce que c'était un... Ouais, qui était dans la région. Il y avait plein d'autres artistes. Il y avait, comment elle s'appelle, Ellie MC, donc, qui était une rappeuse aussi de Nantes. Il y avait un groupe de rock qui était de la région d'Angers, Saumur et tout ça. Mais en fait, voilà, pour moi, on n'allait pas passer parce que aussi à Paris, ils prennent en compte tout ce côté... en fait, est-ce que le projet qu'on va choisir, il a une communauté? Donc c'était un peu une surprise, quoi. Ouais, en fait, les retours que j'ai eus, c'était pour un deuxième concert, c'était chouette et on a envie d'en voir plus. Et on se dit qu'il y a une progression qui est enfin, on imagine une progression qui peut être assez chouette. Donc voilà. Donc maintenant, heureusement, ce n'est pas annulé, en fait, c'est reporté. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais te demander, c'est reporté. Ouais. Et t'as alors ça n'a peut-être pas été communiqué encore, mais au moins tu sais que ça va se tenir, quoi. Ouais. Il n'y a pas de date encore qui ont été posées. J'en sais rien. Juste déjà de savoir que c'est reporté, c'est rassurant. Ouais, c'est-à-dire que là, en plus, avec tout ce qui se passe, au niveau des dates, ça va être assez compliqué. Donc si au moins je peux avoir cet événement-là, je pense que c'était l'événement important là, de cette année, et j'espère que ça va être celui de l'année prochaine, en fait. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant que tu as lancé ces lives et que tu risques du coup de rejouer au Printemps de Bourges prochainement, tu parlais d'un EP tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus ou... Ouais, je peux en dire un peu, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est dans les projets, mais avec le contexte actuel, en fait, ça remet pas mal de choses en question. C'est-à-dire qu'il y a aussi un clip qui se prépare, mais en termes de temps, on est bloqué. Donc voilà. Donc il y aura aussi, dans toute la question stratégie, en fait, de sortie aussi, il y a toute cette question-là qui
qui se pose, c'est-à-dire que il y a plein de projets déjà connus qui vont sortir des albums, des choses comme ça. Et le live aussi, hein, tout va venir en même temps. Et en fait, je pense que ces projets-là vont prendre plus de place que des projets nouveaux. Et en fait, ça va être toute la difficulté de trouver à quel moment sortir ces choses-là, en fait, pour que ça passe pas inaperçu. Après, c'est le bon moment de réfléchir de prendre le temps, en fait, parce que ça va assez vite. Et moi, en fait, je crois que je le vois vraiment comme ça. C'est que ça me permet de m'asseoir un peu et de réfléchir à comment bien faire les choses, prendre du recul sur les choses qui arrivent et qui vont arriver. Donc non, je pense qu'il est bénéfique, en fait, ce moment de pause un peu. Mais après, voilà, je pense que tout ce temps qu'on n'aura pas, en fait, en live, tous ces moments de pause qu'on aura aussi parce que tous les reports vont avoir lieu. Je pense au Stérolux aussi. Il y aura la date à Nantes. T'avais une date de prévu qui était assez importante, en fait, la première partie de Voyou, qui devait se passer dans la grande salle au Stérolux. Donc ça, c'était... Donc il y a une belle salle nantaise. Ouais, ça c'était vraiment important et du coup, au moins on a cette date-là qui est reportée. Il y en a une autre aussi au lieu unique à Nantes, du coup là où j'ai tourné les sessions. Du coup, ça va aussi être reporté normalement. Donc il y a quand même des reports, mais je pense que tous les autres moments où on n'aura pas ces choses-là à faire, je pense que on va les moduler sur le studio, quoi. Enfin, on va mettre beaucoup de moments de studio pour travailler sur un EP et on verra quand ça sortira, quoi. Voilà. Parce que quand on parle d'EP, du coup, il y a une dimension, on va dire, de distribution, de CD, de Spotify, tout ça. Mm-hmm. C'est des choses qui ne sont pas spécialement atteignables quand on est tout seul. On parlait du coup tout à l'heure du booking et de l'agence de tournée. Donc maintenant, tu as trouvé quelqu'un qui t'accompagne sur les concerts. Pour expliquer vite fait un peu, il y a aussi souvent un artiste s'accompagne de labels, d'éditeurs, de managers, toutes ces choses-là. C'est tout un entourage en fait qui existe. Ouais. Des fois non, il y a des gens qui arrivent aussi à tout faire quasiment en indépendance, ce qui est quelque chose de compliqué. Ouais. Toi, tu vois ça comment? Quand tu parles d'EP, tu envisages ça en tout seul ou avec d'autres gens? Je sais pas. En fait, moi je le vois forcément avec des partenaires et essayer d'avoir un objet à la fin qui ressemble le plus à ce que j'imagine et forcément ça demande des moyens. Après c'est tout nouveau pour moi aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses que je connais pas super bien. C'est pour ça que m'exprimer sur ces choses-là c'est aussi compliqué parfois parce que tu vois, bon maintenant le tour je connais donc ça je peux en parler, tu vois, mais tous les autres trucs d'édition, de label, ça me paraît quand même assez loin. Et ça, mais en tout cas c'est quelque chose c'est compliqué, ouais. que tu tends à découvrir en tout cas, mais tu te vois pas non plus avancer en autoproduction, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas non plus En fait c'est entre les deux parce que j'ai quand même des gens, enfin tu vois, Pierre, Erwan, qui sont donc Pierre Inuit, enfin qui s'occupe de toute la partie pour le coup production, partie studio où on travaille. Lui il a une expérience aussi avec tous ces trucs de label, etc. Donc en fait c'est comme si j'avais déjà deux managers entre guillemets, même si c'est pas leur titre, tu vois, mais en fait ouais, c'est des potes à toi qui t'aident ouais, beaucoup, en fait quoi. eux ils ont un peu cette place de conseiller et en fait c'est vachement bien parce que moi je me retrouve pas dans des situations où j'ai des choses à dealer avec des gens seul. Là au moins j'ai des gens qui viennent me conseiller, m'aider sur les choix que je vais pouvoir prendre. Et puis qui ont de l'expérience, quoi. Ouais, c'est ça, qui ont de l'expérience dans ces choses-là. Et pour le coup je suis vraiment en formation sur tout ça en fait. Donc voilà. Mais en tout cas oui, il y a des choses qui se préparent. J'espère que les Inouïs vont aussi ramener des propositions, des choses et en fait ça sera bénéfique dans tous les cas. Donc si tout se passe bien et si ce qui se passe en ce moment, parce qu'aujourd'hui il n'y a vraiment plus aucun concert, plus rien du tout. Si tout ça se remet en route assez rapidement, normalement c'est dans les prochains mois et cette année que ça devrait aller vite pour toi, quoi. Bah, j'aimerais bien, en tout cas. J'aimerais bien, je sais pas. Le problème c'est qu'on sait vraiment pas comment ça va se faire. Et puis oui, j'espère que ça va plaire à des pros et que je pourrai trouver les bons partenaires autour. Voilà.
Bah, très bien. Est-ce que, avant de se quitter, tu as une recommandation un peu musicale autre que ton projet, du coup, Ouais. à faire découvrir aux gens qui écoutent? Bah écoute, oui. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur, que ce soit dans le temps ou maintenant, là, sur Other Lives, et ils sont en train de sortir des nouvelles choses. Et l'album doit sortir, je sais pas si ça va sortir à ce moment-là, mais je crois que oui, je crois que c'est maintenu. Mais en gros, voilà, il y a l'album qui sort le 24 avril, et ils ont 3-4 morceaux qui sont déjà sortis. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très très chouette à écouter. Et visuellement aussi, ils travaillent pas mal. Tout le côté esthétique et tout le fond du projet est réfléchi. Donc ouais, je recommanderais ça. Ok. Voilà. Donc merci beaucoup Tristan d'avoir répondu à ma demande. En tout cas, c'était un grand plaisir de faire cette première avec toi. Pas de souci, merci à toi. Donc j'incite beaucoup les gens à aller écouter ce que tu fais, parce que moi je trouve ça super bien, j'ai plein de potes qui trouvent ça super bien, donc j'espère que les gens qui écouteront ça trouveront ça super bien aussi. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite, et puis un grand courage pour les prochains mois, parce que c'est vrai que ça va pas forcément être facile de redémarrer. Ouais, merci beaucoup, et même chose en fait, bon courage à toi pendant cette période. Bon tchuss, et puis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est que ça a dû vous intéresser. Alors vous aurez en description les liens des différents artistes et événements dont on a parlé durant le podcast, ainsi que les liens des vidéos de Fears. Vous pouvez partager l'émission si ça vous a plu, ou en parler autour de vous. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Cet épisode, c'était un peu une sorte de test, alors si ça intéresse des gens comme ça m'intéresse moi, j'essaierai de continuer. À bientôt. 'Cause it is too strong.